Le sous-forum Air Glitch in the Matrix est l'un des plus fascinants de Reddit. En découvrant ces histoires, on a parfois l'impression de tomber dans un épisode de la 4ème dimension, où les notions d'espace, de temps et de continuité semblent être remises en cause, pour faire face à l'étrange, à l'inattendu et à l'inexplicable. Dans les règles de ce subreddit, il est indiqué que toute fiction est interdite, et que même ce qui y ressemble sera supprimé par les modérateurs. En théorie, les phénomènes extraordinaires qui y sont rapportés sont donc réels. Bien sûr, après on est sur Reddit, un site où les frontières entre la réalité et la fiction sont très minces. Ce sera donc à vous de croire ou non aux histoires que vous allez entendre dans cet épisode. Certaines sont stupéfiantes, pour ne pas dire proprement incroyables, tandis que d'autres ont des éléments étonnamment crédibles. Toutes ont cependant une chose en commun, personne n'arrive à les expliquer de manière rationnelle. Comme c'est le cas pour cette première histoire, qu'on trouve sous l'entrée « I'm not from here ». Elle est postée le 2 septembre 2020 par l'utilisateur iMissHome, à l'origine sur le subreddit r/paranormal. Le redditeur y explique qu'il y a 24 ans de cela, alors qu'il était âgé de 6 ans, sa vie a été complètement bouleversée par un événement inexplicable. Voici son histoire. Je suis né à San Diego, où je vivais dans une des banlieues pauvres de la ville lorsque j'étais enfant. J'habitais un complexe d'appartements appelé Lemon Vine Apartments, une version un peu délabrée des appartements Lemon Vine que l'on trouve à Lemon Grove, une des banlieues de San Diego. Mes parents étaient divorcés, mais ils étaient restés en bons termes. Ma mère était jeune quand elle m'a eu, et elle était très belle. Elle avait une vingtaine d'années, voulait devenir mannequin et faisait régulièrement des allers-retours jusqu'à Los Angeles pour des séances photos. Elle était modèle glamour pour des magazines et ma photo préférée d'elle était celle où elle portait une robe de mariée luxueuse pour une entreprise de mariage. Je dormais avec cette photo quand elle allait à Los Angeles et que je restais avec mon père, qui travaillait pour la ville de San Diego. Mes parents se partageaient ma garde de manière équitable et nous fêtions même Noël ensemble. Mon père, sa petite amie, ma mère qui était célibataire et moi. Peut-être que les choses n'étaient pas aussi simples entre eux que dans mon souvenir, mais j'avais 6 ans. Et s'il y avait des tensions en coulisses, ils réussissaient bien à me les cacher. Le 17 septembre 1996, je séjournais chez les parents de mon père à Riverside, en Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient des poulets, des cochons et des chèvres. Mon père devait travailler de nuit pendant une semaine et ma mère était à Los Angeles. C'est pour ça que je restais chez mes grands-parents. Le 17 était le 3e jour que je séjournais chez eux. Et mon grand-père m'avait dit de faire attention dehors, car il avait vu un crotal et qu'il n'était pas sûr d'où il était allé. Puisque personne ne savait où le mystérieux serpent s'était enfui, moi, du haut de mes 6 ans, j'avais décidé de partir à sa recherche. J'ai passé toute la journée dehors à explorer la ferme comme un aventurier dans la jungle, en essayant de pister le crotal. Et à ma grande excitation, lorsque j'ai ouvert la remise du puits, il était là, enroulé sur lui-même à faire sonner son grelot. J'ai immédiatement claqué la porte et couru jusqu'à la maison de mes grands-parents pour leur annoncer que je l'avais trouvé. J'étais excité de le dire à mon grand-père pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire et sorte pour abattre la bête. Je suis entré par la porte arrière de la maison qui menait à la buanderie puis à la cuisine. Je n'ai prêté attention à rien jusqu'à ce que je tourne sur ma gauche et entre dans le salon, m'attendant à trouver mes grands-parents, mon oncle et le couple de voisins, tous assis dans le salon où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient pas là, et ce n'était plus le même salon. Les meubles étaient complètement différents. Les meubles en bois et très inconfortables que mon grand-père aimait tant avaient disparu. À la place, il y avait des meubles moelleux style grand-mère. La télévision était au mauvais endroit, et plus moderne que celle de mon grand-père. Le parquet était remplacé par une moquette touffue blanc cassé, et les photos de mon père, de mon oncle et de mes grands-parents avaient disparu des murs. J'étais encore plus déconcerté par la disparition de tout le monde. Dans mon cerveau d'enfant de 6 ans, je pouvais encore accepter qu'ils aient complètement réaménagé la maison pendant que je cherchais le serpent. Mais je refusais de croire qu'ils m'avaient laissé seul. Je n'avais vu personne partir, ni de voiture s'éloigner sur la route. Alors j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée en me disant qu'ils étaient peut-être partis voir les poulets ou les cochons. Ceux-ci auraient dû être visibles depuis le porche, mais le poulailler avait disparu, l'enclos des cochons avait perdu sa clôture et il n'y avait aucun cochon en vue. À ce stade, j'étais plus que confus, et je commençais surtout à avoir très peur. Je ne voulais pas être seul et je ne voyais personne. Les voisins qui nous rendaient visite ce jour-là habitaient juste de l'autre côté du chemin de terre. J'ai donc couru le long de notre allée et traversé la route jusqu'à leur maison, en supposant que c'était là qu'ils devaient tous être allés. Je me souviens que j'étais de plus en plus effrayé tandis que je courais vers leur maison. Et je me souviens avoir commencé à pleurer quand j'ai vu que leur maison n'était pas de la bonne couleur. Elle n'était plus d'une couleur jaune délavée comme auparavant. Ce n'était même plus la même maison, mais j'ai quand même frappé à la porte.
Lorsqu'elle s'est ouverte et qu'une femme que je n'avais jamais vue a répondu, j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Ce qui s'est passé ensuite est assez flou car rien n'était comme avant. Je savais où je vivais, je savais où j'allais à l'école, je savais où vivaient mes grands-parents. Mais j'ai vu les gens qui vivaient dans leur maison et ce n'était pas eux. Je ne les connaissais pas. J'ai été ramené dans la ville où je vivais après avoir passé quelque chose comme 10 heures au poste de police local à essayer de contacter mes parents. Je connaissais par cœur le numéro de téléphone de la maison, mais quand ils ont appelé, la personne à l'autre bout du fil n'avait aucune idée de qui j'étais. On m'a demandé mon adresse et je suis resté au poste pendant que la police de ma ville natale s'y rendait. Quand ils ont finalement rappelé, ils ont dit que le nom de l'immeuble était incorrect. Les appartements Lemon Vine n'existaient pas. L'adresse que j'avais donnée correspondait à un complexe résidentiel du nom de Merritt Manor. Et l'appartement dont j'avais donné le numéro était inoccupé. À partir de là, ils ont essayé de contacter mon père, ce qui aurait dû être facile puisqu'il travaillait pour la ville. Mais apparemment, aucun employé portant son nom ne travaillait pour la ville. Tandis que la nuit tombait et que je passais des heures interminables assis au poste de police, pendant qu'ils essayaient de trouver une seule personne au monde qui me connaisse, je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer, pleurer et pleurer sans fin. Ils ne pouvaient pas trouver mes parents, ni mes grands-parents, ni mes voisins, ni mon appartement, ni moi-même. Ils ne pouvaient même pas trouver une trace de ma propre existence. Ils m'ont demandé ma date de naissance et toute information pertinente qui pourrait les aider à m'identifier, mais rien de ce que je leur ai donné ne leur a permis de retrouver qui j'étais. À un moment donné dans la journée, j'ai été conduit aux urgences, car la police soupçonnait que j'avais pu subir une sorte de traumatisme crânien. Après avoir été examiné par un médecin, on n'a rien trouvé d'anormal chez moi et j'ai été renvoyé au poste de police. Au cours des jours suivants, j'ai été interrogé et questionné par différentes personnes à différents endroits à longueur de journée. Par la police, par des enquêteurs, par des psychologues pour enfants. Tout le monde me posait des questions. J'étais en permanence trimballé entre le poste de police et la maison où je séjournais, jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'il pensait avoir localisé mes parents et qu'il venait me chercher. Enfin, j'allais rentrer à la maison. Enfin, tout cela était fini. Mais quand le couple est arrivé au commissariat, mon cœur a coulé dans mes chaussures. Parce que ce n'étaient pas mes parents. Ils avaient un enfant disparu et ma description correspondait. Mais quand la femme m'a vu, elle s'est mise à pleurer car elle a tout de suite su que je n'étais pas son fils. En fin de compte, j'ai été pris en charge par les services de protection de l'enfance et on m'a placé dans une famille d'accueil où je suis resté pendant quelques mois. La police a lancé une campagne demandant à toute personne ayant des informations à mon sujet de se manifester. Ils ont pris ma photo au poste de police pour la diffuser aux informations. Même si mon cas n'était pas officiellement clos, je devais reprendre l'école et obtenir une pièce d'identité. On m'a délivré un certificat de naissance pour l'année que j'avais indiquée, mais le jour et le mois étaient le 17 septembre, le jour où j'avais été trouvé. J'ai fini par aller à l'école à plein temps et j'ai changé de famille d'accueil plusieurs fois. En fin de compte, j'ai été proposé à l'adoption. Cela dit, je ne faisais pas un bon candidat. J'avais une histoire à laquelle personne ne croyait. J'insistais sur le fait que mes parents me retrouveraient un jour et il était rare que je passe une journée sans pleurer jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Cette histoire n'a pas de fin heureuse. Je n'ai jamais revu mes parents et j'ai été pupille de l'État jusqu'à mes 18 ans. Mon adolescence a été remplie de petites délinquances, je ne suis jamais allé à l'université et je n'ai jamais vraiment commencé à remettre ma vie en ordre jusqu'à l'âge de 24 ans environ. Je vous ai résumé l'histoire, mais vous avez là l'essentiel. Comme souvent, les interprétations et explications les plus intéressantes sur ce qui a bien pu se passer se trouvent dans la partie commentaires du thread. Arise 212 pose ainsi cette hypothèse. Si tout cela est vrai, la seule explication possible est soit que le serpent t'a tué, soit que quelque chose de tragique t'est arrivé dans l'autre réalité, comme un accident, et que d'une manière ou d'une autre, tu as été transporté dans un univers parallèle ou une timeline alternative. Une hypothèse qui relève donc de l'immortalité quantique, un autre phénomène régulièrement discuté sur certains subreddits et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans quelques vidéos. À côté de ça, beaucoup de redditeurs apportent leur soutien moral à l'OP, comme ZZBD qui écrit « Lire ton témoignage m'a brisé le cœur. Je suis tellement désolé que tu aies eu à traverser un épisode si traumatisant. » Bien sûr, enfin, il y a la team des sceptiques pour qui cette histoire, c'est de la fiction. Mais ils reconnaissent qu'elle est au moins bien écrite, prenante et divertissante, à l'instar de Frank Kranker qui dit « Je te souhaite le meilleur pour surmonter ça si c'est vrai, mais tu as assurément un talent pour l'écriture, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. » Pour ma part, j'aurais tendance à rejoindre cette position. Dans un des commentaires, Lopé mentionne un article d'époque qui parlait de lui et qu'on pourrait encore trouver en ligne. Je lui ai envoyé un message pour lui demander le lien, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je n'en sais donc pas plus pour l'instant, mais je vous dirai sur Reddit ou sur X si j'ai un jour des infos complémentaires. Bref, qu'elle soit vraie ou pas, cette histoire est folle et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Reddit. C'est là qu'on trouve les histoires les plus dingues du web. Et celle qui va suivre ne déroge pas à cette règle. Elle est partagée le 7 mars 2022 par l'utilisateur Talk2Sahar sous le titre «
le soleil s'est éteint. Cela résume bien ce post très court qui dit « C'était il y a environ 1 an. J'étais à la maison en milieu de journée et pendant un instant, tout est devenu noir. Comme s'il n'y avait plus de soleil, une obscurité totale, juste le temps d'une seconde. J'ai pensé que j'avais dû rêver, mais ma sœur qui était dans la pièce à côté a dit « Est-ce que le soleil s'est éteint ?» Je n'avais jamais été témoin d'une telle obscurité. J'ai ensuite demandé à plein de gens, mais personne n'avait vécu cette expérience ni ne me croyait. C'était juste moi et ma sœur. Bon, voilà un post, perdu parmi des milliers d'autres, à propos de ce qui pourrait n'être qu'une illusion d'optique. Ce n'est pas très concluant, me direz-vous. Mais ce qui est vraiment étrange avec ce phénomène de soleil qui disparaît, c'est que le thread est loin d'être un cas isolé. Sur Glitch in the Matrix, on trouve de nombreux posts qui rapportent la même chose. C'est d'ailleurs ce que précise le top commentaire publié par l'utilisateur Divers Alarms. À peu près tous les mois, il y a quelqu'un qui poste exactement la même expérience. Apparemment, ce phénomène n'est pas rare. Et si vous faites défiler le thread, vous constaterez qu'un grand nombre de redditeurs affirment que la même chose leur est arrivée à eux aussi, qu'ils soient au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, en Suède ou ailleurs sur la planète. Un autre redditeur précise en passant la nature de cette obscurité, ce qui rend le phénomène encore plus inquiétant. Ça m'est arrivé à moi et à mon conjoint il y a environ 2 ans. C'était bizarre, on n'aurait pas dit quelque chose qui bloque le soleil, mais une obscurité totale comme tu l'as décrit. Je vois des gens qui essayent d'expliquer ces expériences par un avion qui passerait devant le soleil, mais ça ne peut pas expliquer ma propre expérience. Il n'y avait plus aucune lumière, même l'écran de mon ordinateur portable qui était en face de moi avait disparu. D'une certaine manière, c'est comme si le monde entier s'était éteint, et pas juste les lumières. Une redditrice suggère « Peut-être que tu t'es retrouvé entre 2 dimensions pendant un bref instant ou un truc bizarre du même genre. » Et un autre ajoute encore « Ce dont il s'agit là, ce n'est pas d'une obscurité qui envahit la Terre, mais plutôt d'une conscience qui pénètre dans le néant. » Cette idée absolument démente que nous pourrions à n'importe quel moment nous retrouver plongés dans les ténèbres d'un vide absolu est terrifiante, comme un no-clip instantané au cœur des limbes de la simulation.